Caroline qui sera le fil rouge et qui nous partagera quelques chiffres du rapport gouvernance. Et donc, nous sommes avec Pierre-François Boucheron, qui est Sales Engineering Manager chez Highland. Bonjour Pierre-François. Bonjour Eric. Et Joseph Simon, qui est directeur commercial d'Innovation and Trust. Eh bien, bonjour Joseph. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Donc, de quoi nous allons parler? Nous allons parler de la meilleure façon de gérer des données qui sont éparpillées, de gouvernance depuis un point unique, de dark data, de vrac numérique, d'impact environnemental aussi, et de gouvernance assistée par l'IA. Alors justement, Caroline, une question à ce propos. Est-ce que dans le rapport gouvernance, cette question de l'IA, elle est posée et évoquée, ou pas du tout cette année, ou est-ce que c'est prévu? Alors, la question de l'IA, si, est posée, et pas que depuis cette année. Donc, on a quand même commencé à prospecter autour de l'intelligence artificielle depuis maintenant 2-3 ans. En revanche, pour le moment, le sujet en lui-même n'existe pas tout seul. Il est plutôt raccroché à une problématique de CM ou une problématique de RPA, sur une problématique, je ne sais pas, de flux entrants, de plateforme, de chaîne de capture. Donc, on trouve ce sujet interrogé avec aujourd'hui encore beaucoup à faire. Hein, les organisations sont plutôt… Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une organisation sur deux, quasiment 50%, étudie la question en lien avec une JED, en lien avec une JEC, en lien avec une chaîne de capture. Donc, c'est véritablement un sujet prégnant au niveau de beaucoup de DSI. Mais on est très loin d'un usage, d'une transmission au sein de process métiers ou d'instruction métier pour des utilisateurs. Donc, on est encore sur un sujet, on va dire, de cadrage ou d'étude. Oui, d'études. Alors que vous allez voir pourtant, vous qui nous écoutez, qu'avec Joseph et Pierre-François, que l'IA, c'est tout de suite utilisable et ça a des tas d'applications. Vous allez voir. Alors, avant de démarrer, Caroline, en matière de gestion de l'information, de nombre d'applications utilisées, de multiples GED, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à ressortir du rapport gouvernance cette année? Alors, ou quel chiffre pour toi tu voulais nous partager? Parce que moi je me lance sur un sujet et en même temps. Alors, dans les chiffres qu'on peut partager et qui traduit effectivement une tendance sur laquelle je vais revenir, la domination claire et nette des silos de CM et JED. 80% des organisations se disent dotées ou en cours d'équipement. En tous les cas, c'est plus un sujet. Dans la gouvernance de l'information, évidemment est embarqué toutes les solutions qui vont permettre d'assurer la gouvernance, la gestion, le stockage des données et des documents sur lesquels ils ont à travailler. En revanche, ce qui apparaît cette année, c'est le désilotage. Et je rebondis sur votre intervention de Pierre et de toi en introduction de cette journée, où on est clairement sur un sujet de mutualisation numérique qui apparaît aujourd'hui, avec la volonté des organisations de sortir des silos de données par métier et de savoir partager les données qui ont besoin d'être partagées d'un métier à un autre. Après, on va plutôt travailler sur les accès, les habilitations, les filtres d'accès, les profils, les rôles, etc. Et ça, c'est clairement une tendance forte. Donc, l'ECM, c'est plus un sujet d'étude, c'est une réalité, et encore une fois, pour 80% des organisations. Mais en revanche, ce qui est aussi nouveau depuis 2-3 ans, c'est l'écosystème qui s'installe autour de l'ECM et de la JED, avec de plus en plus de connexions autour des workflows, des parapheurs, l'intégration ou pas de la signature électronique, dont j'ai évoqué tout à l'heure une espèce de forme de démocratisation assez large, puisque une organisation sur deux aujourd'hui on est doté. C'est plutôt ça la tendance. C'est une tendance de mutualisation et une tendance d'écosystème qui s'installe autour de l'ECM et de la JED, qui en font des pilotes dans le pilote, si on peut dire, sur tout un ensemble de fonctions dans le cadre d'instruction métier. Très bien. Et donc, tout ça, on retrouve ça dans le rapport gouvernance que Fabien vous a poussé tout à l'heure. Alors, Caroline, je ne sais pas si tu restes avec nous ou si tu nous abandonnes, mais si tu restes avec nous, tu es la bienvenue pour commenter tout ça, et pas de problème. Et donc, alors là, je me tourne. Pardon.
Eh ben, je vais rester avec vous et si d'aventure il y a des questions sur lesquelles je pourrais apporter un éclairage complémentaire, je me permettrai de le faire Bien aussi. sûr. Eh ben, super. Alors là, je me tourne vers Pierre-François. Pierre-François, alors le constat avec les chiffres que tu viens nous partager est à peu près le même. Mais comment on reprend le contrôle des données qui sont éparpillées? Comment on les gère et comment on fédère tout ça? Eh ben, c'est justement le thème de ma présentation de ce matin. Merci Eric pour cette transition. Effectivement, Caroline a parlé de silotage, donc ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est quelque chose qu'on voit depuis longtemps maintenant dans les entreprises. C'est un phénomène aussi qui a été un petit peu accéléré par l'adoption de certains services cloud. On voit maintenant que les sociétés utilisent des services cloud peut-être pour gérer les notes de frais, les factures, les CRM, les ERP, qui chacun dispose un petit peu de leur brique de gestion documentaire, en plus de tous les silos documentaires qu'ils pouvaient avoir de manière historique. Et donc, le constat, c'est que le contenu extrêmement siloté et que une des réponses à ça, et on va voir ça dans la présentation de ce matin, que la fédération du contenu pour mieux gouverner ce contenu, parce que la gouvernance c'est la thématique de la conférence de ce matin, est une solution qui va nous aider. Alors Pierre-François, juste 2 secondes. Juste 2 secondes. Oui, Joseph, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît, parce qu'on entend la fête qui est derrière, qui démarre. Voilà. Parfait. Donc, on peut utiliser peut-être le chat pour donner, peut-être que chacun participe et dise à quoi ces chiffres peuvent correspondre. Mais effectivement, ces chiffres vont juste confirmer ce que Caroline vient de dire. C'est que selon les études qu'a pu mener à Highland, au travers de ces populations de clients, 93% des entreprises utilisent plusieurs ECM ou systèmes de stockage. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément une GED ou 5 GED les unes à la suite des autres, c'est aussi des solutions de GED ou de stockage documentaire qui peuvent être embarquées dans des produits un petit peu plus larges, gestion de factures, de gestion des RH, qui silotent le contenu. Et encore pire, presque, j'ai envie de dire, 31% de nos clients utilisent plus de 5 solutions pour la gestion de leur contenu. Donc, quelque chose de très éclaté et quelque chose qui est peut-être difficile parfois de gouverner correctement avec cet éclatement qui est une réalité. Ce constat, il est pas nouveau, il est sur la table depuis plusieurs années maintenant. Par contre, c'est peut-être les solutions que l'on va pouvoir y apporter en matière de gouvernance qui a évolué récemment. Donc, dans un monde idéal, bien évidemment, on aimerait que tout son contenu, tous ces documents, toutes ces métadonnées soient stockées au sein d'un système central, que ce système central soit la source de vérité pour tous les utilisateurs, la source de vérité pour les utilisateurs qu'ils soient internes, différentes populations, des RH, des systèmes de comptabilité, des personnes opérationnelles de vente, par exemple, mais aussi la source de vérité pour toutes les personnes qui gravitent autour de ces organisations qui ont des GED, donc les partenaires, les citoyens, les fournisseurs, les clients. Et donc là, ça serait effectivement le monde idéal. Et dans un monde idéal, effectivement, bien évidemment, la solution serait proposée par Highland, ce qui me permet de vous donner un petit peu quelques informations sur qui est Highland. Highland est une société maintenant nord-américaine qui est sur le marché du content services depuis plus de 31 ans maintenant. Et elle a toujours été focalisée sur la mise à disposition transparente du contenu, des données, des processus, des cas aux personnes quand elles en ont besoin. Donc, on est une société qui vend des solutions de GED, qui couvre toute la chaîne de valeur de l'information de l'entreprise, de la capture, de la gestion, des workflows, du RPA, de la blockchain, du records management, du reporting. Et on est en capacité de fournir ces solutions justement de gestion électronique et de fédération à nos clients. Donc, si on reprend le fil de la présentation, donc dans cette thématique de gouvernance, les entreprises, on l'a vu, elles ont plusieurs systèmes de gestion documentaire. Ces systèmes de gestion documentaire, ils peuvent être dans le cloud, par exemple des SharePoint dans le cloud, ils peuvent être par exemple des OneDrive, par exemple des Box, ou ils peuvent être un petit peu plus legacy. Donc des choses qui sont chez nos clients depuis un petit peu plus longtemps, des GED qui sont là depuis 10, 15, 20 ans et qui n'ont pas forcément évolué.
au fil des années, mais qui commence aujourd'hui à représenter une dette logicielle importante. Et il va falloir effectivement faire quelque chose pour commencer à sortir de cet état de fait. L'idée, c'est que quand on commence à vouloir s'intéresser à cette thématique de gouvernance, quand on est dans cette approche un petit peu silotée, il va falloir bien étudier quel système fait quoi et comment justement on va pouvoir proposer des solutions pour simplifier en termes d'urbanisation les systèmes d'information. Donc la réponse la plus évidente qui est apportée par qui vient tout de suite à l'idée, c'est bien évidemment de migrer tout le plus rapidement possible, de manière rapide, vers une solution centralisée pour recréer cette solution idéale dont je parlais tout à l'heure, la solution centralisée, qui serait la seule source de vérité. Sauf que quand on regarde un petit peu plus dans le détail, c'est peut-être pas si évident que ça, parce que les différentes solutions, elles ont été créées et construites et mises en œuvre dans un certain but. Ces différentes solutions ont des points d'intégration qui sont spécifiques avec des applications qui seraient peut-être coûteux de tout recréer dans un laps de temps très court. Ces solutions, elles ont aussi des populations d'utilisateurs différentes, peut-être des populations d'utilisateurs internes, des populations d'utilisateurs externes. Il y a peut-être des critères et des règles de sécurité, des règles de confidentialité, des règles de compliance qui s'appliquent et qui sont différentes. Donc la migration, en tout cas en une seule manière, un seul flux, c'est pas forcément effectivement une réponse qui va pouvoir correspondre à tous nos clients, étant donné de la situation dans laquelle ils partent. Donc une des réponses que peut apporter notamment les services de fédération, notamment ceux d'Island, c'est justement de créer des liens entre une JET qui serait, ou une solution de stockage documentaire qui serait la solution maîtresse finalement, qui permettrait de gouverner toutes les solutions qui seraient utilisées par les entreprises. Et donc là, l'idée, c'est qu'on vend ce genre de solutions qui vont venir créer des ponts, créer des connexions, créer des intégrations entre une JET principale et différents silos de stockage de documents. Et ça va permettre bien évidemment des gains au niveau des utilisateurs. Ils vont pouvoir faire des recherches fédérées, c'est-à-dire que depuis une seule espace, ils vont pouvoir faire une recherche sur tous les silos de stockage et avoir un résultat consolidé. Et comme on a créé, on a investi du budget dans la création de ces intégrations avec ces différents systèmes de stockage de documents, et va pouvoir utiliser aussi ces mécanismes-là pour migrer le contenu progressivement au sein d'une seule solution et donc recréer, se rapprocher de la solution idéale que je décrivais tout à l'heure. Mais comme la thématique de la matinée, c'est la gouvernance, et quand on est dans cette situation-là, quand on arrive à fédérer tous ces systèmes de stockage, de gestion documentaire autour d'une seule solution qui maîtrisera, qui gérera toutes les autres, on va pouvoir améliorer sa gouvernance et faire ce qu'on appelle du manage in place. Ça veut dire quoi? C'est que par exemple des archivistes qui vont vouloir définir des politiques de rétention, ils vont pouvoir le faire depuis un espace centralisé, et les règles qu'on va définir pour les rétentions, les différentes périodes qui sont relatives aux différentes différents processus qualité, les différentes régulations auxquelles sont soumises les entreprises vont pouvoir être configurées à un seul endroit, et la solution de fédération va venir refléter ces configurations, refléter ces plans de rétention sur toutes les solutions qui auront été connectées. Donc ça, en termes de gouvernance, c'est extrêmement intéressant puisqu'on ne gouverne l'information que depuis un seul point centralisé. Donc on centralise ces politiques de rétention. Donc les solutions de fédération vont pouvoir déclarer des archives dans les systèmes périphériques, vont pouvoir empêcher leur effacement puisqu'elles sont sous justement le contrôle de ces mécanismes de fédération centralisé. On va pouvoir gérer la centralisation du sort final, quand est-ce qu'on va détruire les informations dans tous ces systèmes silotés. Et on va pouvoir aussi gérer les suspensions si on a besoin, par exemple, d'étendre la période de rétention d'un ou plusieurs records en cas de besoin légal, par exemple. Un autre élément, et je terminerai ma présentation là-dessus, c'est que ces systèmes de fédération sont aussi un bon premier pas vers le cloud. Puisque si vous investissez dans cette thématique de fédération, dans cette thématique de gestion des documents centralisés, de désilotage, vous pouvez adopter une solution qui sera nativement dans le cloud, et justement en fédérant des systèmes qui sont déjà dans le cloud, qui peuvent
être on-premise, d'avoir cette approche hybride et utiliser les différents canaux qui ont été mis en place. On va pouvoir doucement apporter aux utilisateurs une solution cloud qui permettra de rechercher les documents, qu'ils soient en cloud ou qu'ils soient encore on-premise, une approche hybride, et utiliser aussi ça pour migrer, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, utiliser les intégrations qui ont été réalisées pour migrer petit à petit le contenu vers le cloud et avoir pas de disruption dans le service et avoir tous ces bénéfices au démarrage du projet. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit monter de plus en plus, et notamment cette approche cloud, fédération depuis le cloud, qui permet de désiloter et en même temps de se moderniser. Eh bien, merci Pierre-François. Une première réponse donc à la question posée. Alors, on parle de données éclatées, de silos de stockage, de multiples solutions de gestion et de vrac numérique. Et tout ça, ça donne naissance à des téraoctets de dark data. Mais alors, peut-être avant de parler avec Joseph Simon de la meilleure façon de réduire ces dark data, ce serait peut-être bien de définir ce que sont ces dark data pour que tout le monde comprenne bien. Joseph, c'est quoi les dark data exactement? On est tous la même définition. Merci Eric. Oui, les dark data, c'est vraiment tout ce que les entreprises laissent traîner sur leur disque au quotidien, dans les habitudes de tous les jours. On fait des copies un peu dans tous les sens. On essaye de sécuriser en mettant dans des dossiers différents. On laisse s'enregistrer des centaines et des milliers de mails. Voilà, donc les dark data, c'est tout ce qui occupe de l'espace sur les disques et qu'on oublie dans le temps et qui s'accumule de façon un peu exagérée. Si on creuse ça de manière un petit peu plus fine, en regardant les chiffres, plus d'1,3 milliard de gigaoctets générés tous les ans, c'est colossal. Et en fait, nous, on s'est inquiété sous la pression de nos clients qui nous demandent mais c'est quoi l'empreinte carbone de vos serveurs? C'est quoi l'empreinte carbone de toutes les données qu'on vous confie, puisqu'on est hébergeur de confiance pour de nombreux clients. Et on a regardé le côté empreinte environnementale de ces dark data qui se stockent un peu partout dans les entreprises, en essayant d'amener et de faire émerger cette prise de conscience. Si on regarde de plus près ce qui se passe, les serveurs informatiques en France, enfin tout l'environnement informatique en France, et les serveurs de stockage représentent à peu près 14% de l'empreinte carbone de tous ces serveurs. On s'est dit qu'il y avait vraiment là quelque chose à faire et qu'il y avait une valeur ajoutée complémentaire à apporter. Au-delà de la réduction des dark data, c'était d'amener une prise de conscience du fait que la donnée que l'on va stocker, eh bien, elle a de l'importance. Elle a de l'importance pas seulement pour l'information qu'un véhicule, mais aussi pour l'impact qu'elle a sur notre vie quotidienne et sur les empreintes carbone. D'autant qu'avec l'évolution des IoT, si on fait rien, on va avoir une progression de l'ordre de 60% d'ici 2040. C'est ce que nous annoncent les différents analystes. Et il est vraiment essentiel d'aller faire quelque chose pour éviter que ce processus d'accumulation ne prenne de plus en plus d'espace. D'autant qu'il y a un coût pour les entreprises, et c'est un coût qui est caché. C'est pour ça que la notion de dark data a été mise en évidence, c'est que ce sont des coûts cachés sur lesquels les entreprises au quotidien ont des factures, payent du serveur, payent du disque, payent du backup, parce que quand on pense au coût d'un disque, on a du mal à imaginer qu'en fait, ce disque, il faut le mettre dans un serveur, il faut des infrastructures, il faut des gens pour les manager, il faut des gens pour faire les backups. Donc, les coûts qui se cachent derrière sont assez importants. Et je le disais, ce n'est pas des coûts qui sont liés uniquement au contenu des documents. C'est aussi lié à un facteur humain important. Des gens qui vont, parce qu'ils ont besoin de retrouver facilement, ils vont dupliquer dans des dossiers des documents de manière à les retrouver. Ils vont avoir peur de perdre des documents et donc ils vont faire des sauvegardes régulières. Ou alors, on est de plus en plus confronté aux problématiques de ransomware et on va essayer de sécuriser encore et encore pour éviter les ransomware. Donc, on est dans un process où les dark data représentent non seulement une empreinte carbone importante, mais aussi un coût pour les entreprises très significatif. Donc, l'objectif qu'on s'est donné chez Innovation & Trust, c'est d'essayer de réduire cette empreinte carbone de 10 à 20% au niveau des dark data, et ça sur un schéma à 5 ans. Donc, pour y arriver, on a mis en place une plateforme qui s'appelle Data Content et sur laquelle on amène un outillage pour aller aider à la gouvernance de l'information et donc éviter tous ces aspects liés aux dark data. Évidemment,
l'objectif, je le disais tout à l'heure, c'est de faire prendre conscience aux entreprises de leur empreinte carbone quand ils stockent des données et de leur amener, je parlais du facteur humain, c'est l'essentiel derrière ça, c'est de leur amener des outils, des moyens de prendre conscience du fait que chaque document qui est posé sur un serveur eh bien, va consommer de l'énergie, va avoir une empreinte environnementale. Et donc, on a développé un outil qui s'appelle EcoData, qui est un calculateur qui fait que toutes les données qui tombent sur nos serveurs eh bien, vont faire l'objet d'un facteur d'analyse. Alors, on va voir un petit peu plus en détail ces éléments d'analyse. Alors, ma diapositive ne veut pas avancer. Voilà. Donc, les éléments d'analyse qu'on propose se fondent sur le cycle complet qui se cache derrière l'élaboration du stockage sur un centre de service. On va partir de l'analyse de tout ce qui est ressources abiotiques qui sont consommées pour fabriquer les serveurs, mais non seulement fabriquer les serveurs, mais amener tous les composants, faire toutes les distributions, tous les processus de tri jusqu'à la fin de vie, le recyclage. Donc, on est dans une approche où le calculateur va prendre en compte le maximum d'éléments sur le cycle de vie complet des plateformes qui sont mises en œuvre. Les facteurs qui sont mesurés à travers cet outil se basent sur cinq éléments clés. D'abord, tout ce qui est gaz à émission à effet de serre. Ensuite, tout ce qui est lié aux ressources qu'on va extraire. Donc, aujourd'hui, les ressources essentielles dans le monde de l'IT qui est le nôtre, ben, c'est le lithium qu'on va consommer in fine. On va ensuite s'intéresser à tous les aspects liés au rejet et à l'impact sur l'environnement. Donc, on sait très bien que des serveurs, des batteries de serveurs, des fermes de serveurs, ça consomme beaucoup d'énergie. Et l'objectif, c'est d'aller essayer de réduire cette empreinte-là et essayer de trouver des technologies et de faire évoluer les technologies pour aller vers de moins en moins de consommation de chaleur et donc de moins en moins de déperdition sur l'environnement. L'aspect des particules fines et enfin les radiations ionisantes, puisqu'on est dans l'IT, je parlais tout à l'heure de lithium en tant que ressource de base pour les calculateurs, mais il faut bien faire tourner ça avec de l'énergie. Et en France, l'énergie essentiellement utilisée aujourd'hui, c'est l'uranium qui produit de la ressource. Et l'objectif est d'aller s'orienter vers des énergies qui soient beaucoup plus saines, beaucoup plus renouvelables et avec moins d'empreintes sur notre environnement. Donc, si je cherche à donner quelques éléments complémentaires autour de l'action qu'Innovation and Trust cherche à mettre, l'objectif pour nous, c'est vraiment non seulement d'amener des éléments autour de la confiance numérique, mais d'essayer de faire, par un accompagnement permanent de nos clients, une sensibilisation sur l'amélioration des processus qui se cachent derrière. L'objectif n'est pas que de s'intéresser aux documents eux-mêmes et de s'intéresser à la globalité du processus qui fait que, eh bien, on va augmenter ce volume de dark data. Et donc, notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises pour identifier quels sont, dans leur activité quotidienne, les processus qui sont les mieux à même d'être optimisés et d'aller réduire non seulement d'un côté le temps passé et l'efficacité, enfin augmenter l'efficacité qu'ils ont au quotidien, mais aussi lutter contre les dark data et contre ce facteur de réchauffement climatique et l'impact global sur l'environnement qui nous entoure. Alors justement, une question, Joseph, quel est le retour de vos clients quand au discours vous associez des chiffres avec EcoData? Est-ce qu'ils sont scotchés? Est-ce qu'ils prennent? Est-ce que la conscience, la prise de conscience se traduit en action Alors oui, la prise de conscience se traduit réellement en action parce qu'on voit aujourd'hui dans tous les appels d'offres apparaître de plus en plus d'exigences autour du respect de l'environnement. Et donc, c'est pour nous un facteur important et c'est aussi pour nos clients un élément important. Ça leur permet d'afficher des données réelles, d'afficher réellement la prise de conscience et d'avoir des éléments de mesure pour agir. Parce qu'on parle de gouvernance, mais en fait, comment est-ce qu'on peut espérer gouverner si on n'a pas les éléments qui permettent de mesurer l'impact que l'on peut avoir de manière à orienter ses actions? Et on verra un petit peu plus tard, on parlait d'IA au départ et c'est vraiment le sujet, on verra comment on peut amener ces éléments de prise de décision directement au niveau des IA, mais c'est un peu de teasing, on verra tout à l'heure. Oui.
Alors justement, parlons maintenant de l'IA. Est-ce que et comment, et là je me retourne vers Pierre-François, comment justement l'IA, ce qu'elle peut apporter en matière de gouvernance de l'information, qu'est-ce qu'elle promet, qu'est-ce qu'elle permet de faire vraiment de manière très concrète aujourd'hui, et comment elle est intégrée dans cette gestion? Eh ben, effectivement, on a parlé de l'impact environnemental, on a parlé de justement ces données qui sont stockées un petit peu de manière pas de manière conforme. Eh ben, c'est justement là où l'IA, à mon avis, peut aider, notamment à la gouvernance de l'information. Et on va voir comment aujourd'hui, quelles sont les pistes, parce qu'effectivement, comme ça a été annoncé tout à l'heure, aujourd'hui, ce ne sont pas des solutions qui sont extrêmement démocratisées, comme peut l'être un ECM ou une GED, mais ce sont des choses sur lesquelles on réfléchit en tant qu'éditeur et sur lesquelles on se positionne, on commence à construire des solutions justement pour améliorer la gouvernance de l'information et en étant assisté par l'intelligence artificielle. Donc, un des points, le point de départ de tout projet, en tout cas de notre point de vue, de comment on peut améliorer la gouvernance de l'information et des documents en utilisant l'IA, le machine learning, c'est l'enrichissement des données. Et historiquement, ça a été fait par des solutions un petit peu d'OCR, de lecture automatique de documents, de reconnaissance automatique de documents. Et là, ce marché-là, justement, est très mature et est en train de changer. Et l'IA va justement permettre d'aller plus loin dans l'enrichissement des données, qui est vraiment la première étape pour améliorer la gouvernance de son stock documentaire. Et donc les IA maintenant, elles vont avoir des capacités bien plus évoluées et notamment elles vont pouvoir aider à mieux gouverner l'information. Donc là j'ai un exemple d'un document qui pourrait être arrivé dans n'importe quelle entreprise ou administration et qu'il faut qu'il soit stocké. Or ce document, on a détecté, ou en tout cas les moteurs d'IA ont détecté qu'ils étaient porteurs de données personnelles, des dates de naissance, des numéros de sécurité sociale, des noms, prénoms, des localisations. Et l'IA va être aussi en capacité de dire quel est le type du document, est-ce que c'est un contrat, est-ce que c'est une facture, est-ce que c'est des documents liés au RH, et va même aussi être capable de détecter par exemple le ton du document ou la tonalité de comment le document a été écrit, est-ce que c'est plutôt positif ou est-ce que c'est plutôt négatif, auquel cas je vais peut-être prioriser une lettre de réclamation et la traiter plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment la première étape de comment l'IA va permettre d'améliorer la gouvernance, c'est de mieux connaître ces documents, d'avoir plus de tags pour pouvoir les rechercher, mais surtout pour pouvoir mieux les gérer au fur et à mesure du temps. Et là où on voit peut-être une petite différence avec ce qui se passait avant, c'est effectivement sur la thématique des données personnelles notamment, qui étaient peut-être un petit peu plus difficiles à détecter auparavant et maintenant qui sont vraiment c'est vraiment faisable avec la technologie d'aujourd'hui. Donc une fois qu'on a bien enrichi le contenu, qu'on a utilisé l'IA pour enrichir, avoir plus d'informations sur ces documents, c'est là où ça va devenir intéressant pour la gouvernance. Parce qu'on va pouvoir appliquer justement des politiques de sécurité, donc restreindre les accès aux documents ou appliquer des politiques de rétention basées sur toutes les informations qu'on peut être collectées par justement l'IA et le machine learning. Et on a identifié juste pour ce matin, cette présentation, 4 thèmes qui sont vraiment intéressants et qui peuvent être appliqués rapidement. C'est bien évidemment la restriction d'accès. Si on connaît le type de document, c'est un contrat, c'est un document lié à caractère médical, et il contient des informations personnelles, des noms, prénoms, des numéros de téléphone et ainsi de suite, on va être, quand on sait tout ça et quand la solution de CMG sait tout ça, on va pouvoir appliquer des politiques de restriction d'accès très spécifiques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir bien dire, ou en tout cas tracer qui peut accéder à quel contenu et justement de gérer de manière très fine les gens qui ont accès ou pas aux documents qui sont porteurs de données personnelles. Donc ça, c'est une grande évolution. Un bénéfice aussi de ces restrictions d'accès ou de cette classification GDPR, parce que justement, on est en capacité de détecter tous les documents qui sont contenant d'informations personnelles, donc on est en capacité de les identifier et d'apporter justement le soin nécessaire et qui est requis par le GDPR. Et qu'on va pouvoir faire ces choses-là sur des documents qui vont être entrants,
donc les nouveaux documents qui sont ajoutés au fur et à mesure dans les systèmes de gestion documentaire, mais aussi on va pouvoir étudier le stock que l'on a depuis 5, 10, 15, 20 ans, et on va pouvoir utiliser ces mécaniques d'IA pour réenrichir des données que l'on a déjà en stock depuis longtemps. Donc là, on va pouvoir être plus compatible avec les régulations en termes de protection des données personnelles. On va être plus compatible avec des meilleures classifications RGDPD, et on pourra faire ça même sur de l'historique. Une autre utilisation en termes de gouvernance, ça c'est peut-être plus dans les choses qui sont transactionnelles, les processus qui nécessitent qu'on gère ou qu'on instruise une demande ou un cas. C'est simplement de dire, comme on sait que ce document est là, on sait qu'on a par exemple un document à caractère médical, un rapport médical, on a besoin de savoir qu'il est là pour passer à l'étape suivante d'un dossier par exemple, mais on ne peut pas le consulter. Donc ça revient un petit peu sur cette thématique de restriction d'accès qui sont très intéressantes, notamment pour les assurances ou les banques, où il y a des gens qui processent un certain nombre de cas, de processus de souscription, voilà, d'ouverture de nouveaux accès. Ils ont besoin de savoir que l'information est là, mais ils n'ont pas besoin de consulter le document. Donc c'est aussi des choses qui sont permises par l'IA. Et aussi, le dernier point, c'est ce sur quoi aussi réfléchissent nos équipes R&D, c'est ce qu'ils appellent Zero Touch Retention. On va pouvoir utiliser encore une fois toutes les informations qui ont été collectées par les moteurs d'intelligence artificielle pour démarrer des politiques de rétention. On a trouvé que ce document comportait un certain nombre d'informations personnelles, c'est dans le cas d'un sinistre ou c'est dans le cas d'une souscription à un nouveau service, on sait qu'on va pouvoir le détruire au bout de X, Y années en fonction des différentes régulations. Donc ça, c'est des choses qui nourrissent les politiques de rétention et qui le font de manière automatisée. Un autre élément de comment, encore une fois, on peut améliorer la protection des données et améliorer finalement la gouvernance de ces informations et de ces documents, c'est le masquage des données personnelles. Donc ça, il peut y avoir différents usages. Pour ça, c'est soit effectivement on veut masquer le contenu parce qu'on veut que certaines personnes puissent accéder à certains sous-ensembles d'un document ou d'une photographie, ou on va peupler des systèmes de non-production sur lesquels on voudrait avoir des données qui sont les plus proches de la réalité, mais on voudrait quand même protéger les informations de caractère privé qui sont contenus dedans. Et donc, on utilise justement des IA pour faire ce masquage contextuel, et on a différentes, entre guillemets, saveurs pour ça. Là, on voit des photos et on voit que les visages ont été masqués. Donc, l'idée, c'est que la personne qui doit traiter le cas ou traiter la demande comprend la photo, ou la personne qui fait des tests comprend de quoi il est question, mais par contre, elle ne peut pas retrouver effectivement qui était la personne. Donc ça, c'est un moyen de masquer tout en donnant du contexte aux personnes qui sont en charge de traiter et d'instruire les demandes. Au-delà des photographies, parce que c'était un petit peu ce qui est à la mode en ce moment, on peut aussi appliquer ces mécaniques-là sur les documents textes, parce que c'est 90% des documents qui sont stockés dans les systèmes de GED. La plupart du temps, c'est des documents textes. Et toujours dans cet esprit de masquer et de protéger les données personnelles, on va pouvoir justement utiliser les moteurs d'IA pour détecter où sont ces données personnelles et justement, qu'est-ce qu'on va en faire. Et donc, en l'occurrence, là, j'ai un rapport médical qui comprend, par exemple, des dates de naissance et des noms. Et on va pouvoir utiliser des intelligences artificielles justement pour identifier où sont localisées ces informations et peut-être les remplacer par autre chose. Alors, soit les masquer, ça c'est ce qu'on a l'habitude de voir un petit peu déjà dans certaines solutions avec des gros carrés noirs pour dire, OK, je sais qu'il y a une information à laquelle je n'ai pas accès. Donc ça, c'est un moyen d'utiliser l'IA pour masquer l'information, ou on peut utiliser des IA génératives pour remplacer, par exemple, des noms ou des dates, tout en donnant
nous gardons une certaine cohérence. Donc, on voit que Pierre-François Boucheron a été remplacé par Jean-Marc Dupont. Voilà, on comprend le document, on ne sait pas à qui il est relié parce que c'est pas mon rôle. Mais par contre, je comprends quand même que c'est une personne, peut-être de sexe masculin, qui a un problème médical. Donc, l'idée, c'est qu'on utilise ces informations-là pour garder de la cohérence, tout en masquant effectivement les données à caractère personnel. Une autre utilisation aussi pour améliorer la gouvernance, tout en se basant sur l'IA, et ça fait écho un petit peu à ce qui a été présenté il y a quelques instants, comment on diminue effectivement la taille et le stockage des documents que l'on gère, c'est utiliser l'IA pour dédoublonner effectivement. Et donc reprendre la main sur la qualité et le contenu de son référentiel, ne pas stocker plein de fois la même information, ne pas demander à ses clients de donner des documents que l'on a déjà. Tout ça, ça fait partie de cette gestion des doublons ou des doublons documentaires. Et aujourd'hui, l'IA, il est assez facile de l'utiliser pour détecter ces doublons et leur proposer à des utilisateurs ou à des systèmes de prendre un sort final. Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les reclasse? Ou est-ce qu'on les supprime? Et donc aujourd'hui, on peut détecter des images qui sont dans un format différent. La même image, TIFF, JPEG par exemple. La même image qui aurait des résolutions différentes, qui aurait un petit peu tourné, qui aurait eu un watermark en surimpression. Ça concerne un petit peu le domaine de l'image. Mais on sait aussi faire ça avec le texte. Donc, on a des moteurs d'IA qui comprennent le texte, qui peuvent identifier des similitudes à la fois de format, de correspondance, pour dire ce document-là est très correspondant avec celui-là, est-ce que ça serait pas le même, ou des correspondances plus techniques sur les formats, sur les hash. Donc là, ça aide vraiment à reprendre la main, à qualifier ce que l'on a dans sa GED. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose que l'on peut faire soit quand les documents arrivent dans le système, on regarde si on n'a pas de doublon, ou que l'on peut faire sur une GED qui serait déjà en place depuis plusieurs années, et on pourrait venir appliquer ces moteurs d'intelligence artificielle pour qu'ils étudient un stock de documents, qu'ils identifient les doublons et qu'ils permettent à des utilisateurs de faire le sort final pour ces doublons. Donc les cas d'usage que nous on a identifié, bien évidemment, réduire son empreinte en termes de stockage documentaire pour traiter les documents redondants de manière appropriée. Et puis d'autres usages un petit peu indirects, détecter les fraudes, encore une fois, peut-être plus dans le milieu bancaire ou dans certains gouvernements, dans certaines assurances, pour détecter des fraudes avec des gens qui utiliseraient des photos, des radios, des documents médicaux d'autres personnes qu'ils modifieraient, qu'ils photoshoperaient. Et donc, ça serait intéressant de savoir si justement cette image, elle n'a pas servi ailleurs, ou elle n'a pas trouvé sur Internet, ou on l'a pas modifiée justement dans l'esprit de faire une fraude. Et donc là, on peut détecter ça avec ces moteurs d'intelligence artificielle. Donc ça conclut effectivement quelques pistes de comment aujourd'hui on voit, nous, l'IA aider sur cette thématique de gouvernance. Eh bien, parfait, merci Pierre-François. Alors là, on était sur les données et les documents. On va s'intéresser peut-être maintenant à l'optimisation des processus et verser davantage dans l'automatisation. Je ne me trompe pas, Joseph? C'est bien le sujet. Tout à fait. Tout à fait. Alors, comment puis-je repasser ma diapo? Alors, je ne sais pas si vous la voyez tous ou non. Pour l'instant, non, mais elle est toujours affichée, hein, donc voilà, je peux la faire, je peux avancer, voilà, impec. Merci, elle était pas affichée chez moi. Donc, effectivement, ce que j'évoquais tout à l'heure comme aspect important, c'était d'amener les entreprises à changer dans leur processus. Et donc là, on a parlé d'IA et on a déjà mis en place, Caroline évoquait tout à l'heure, des sujets comme l'AGEC, par exemple, où on va utiliser l'IA pour aller faire de l'autoclassification et essayer de déterminer, dès qu'un document rentre dans l'entreprise, quelle est la meilleure personne, quel est le meilleur circuit pour adresser la réponse que l'on doit amener. Là, on est dans une étape un peu au-dessus du contenu du document, de l'analyse du document et de son contenu. On est vraiment dans la vision de quel est dans l'entreprise le process le plus adapté
pour réaliser une tâche. Et on va utiliser les capacités d'apprentissage de l'IA pour aider les entreprises à analyser sur leur process les éléments qui peuvent poser problème, réduire les erreurs, par exemple, amener des alertes pour dire ce traitement-là est sûrement plus important que celui-ci, merci de le prioriser, amener de l'exécution au plus près du temps réel pour amener les gens à être plus réactifs, améliorer la qualité de service, améliorer la relation client au passage. Et en évoquant les coûts induits au niveau des entreprises et l'objectif globalement de réduire les coûts, il y a aussi quelque chose qu'on peut anticiper, c'est d'utiliser les facteurs prédictifs de l'IA pour aller essayer d'anticiper les ressources qui vont être nécessaires pour réaliser telle ou telle tâche, sachant que dans nos processus documentaires, on en parle régulièrement, on parlait de la nécessité de traiter des dossiers, de traiter des demandes. Il va falloir être capable de se dire, eh bien, le traitement de toutes les demandes entrantes aujourd'hui, ça prend tant de temps et si on passait par tel service de telle manière, ça serait peut-être plus efficace. Et l'objectif est d'aller, avec l'IA, essayer de maîtriser les coûts d'exécution, les coûts de process. Je parlais d'empreinte carbone tout à l'heure et d'impact environnemental. Si on est capable de pondérer les différents process aussi avec les éléments qui sont fournis par les outils d'Ecodata, ça va permettre dans une entreprise donnée, pour un process donné, d'aller opérer le process le plus économique possible, pas simplement d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue environnemental. Et là, l'idée d'utiliser l'IA, c'est vraiment d'étendre son usage au-delà de l'analyse des données à l'optimisation du processus. Et comme on est vraiment intéressé à cette notion d'améliorer les processus, d'accompagner les clients dans faire mieux, aller plus vite et être plus efficace, on s'est rendu compte que mettre en place des workflows, mettre en place des nouveaux processus, ça exigeait à l'IT de discuter pas mal de temps avec les métiers pour essayer de comprendre, d'intégrer, de mettre ça dans les outils. On parlait tout à l'heure de casser les silos et l'objectif est bien là d'aller amener des processus qui soient le plus transverses possible au niveau de l'entreprise et d'aller faciliter cette notion de casser les silos pour essayer de collecter toutes les informations, de les faire passer sur la plateforme la plus à même de la gérer proprement. Et ça, c'est pas forcément trivial. L'objectif est, dans ce cas-là, d'utiliser l'IA sous un aspect génératif et d'être capable, comme on le fait dans l'exemple qu'on donne ici, on demande à ChatGPT de générer un code pour faire une certaine fonction ou de relire un code pour essayer de l'optimiser. Nous sommes partis dans la stratégie de demander à l'IA d'aider nos clients à produire des process à partir d'une expression métier. Donc, permettre aux utilisateurs métiers, aux acteurs métiers, juste d'expliquer ce dont ils ont besoin et de laisser l'IA générative utiliser les composants de base qu'on leur a mis, appuyer sur nos infrastructures et donc sur les meilleurs processus que l'on a pu élaborer avec les nouvelles technologies, avec les nouveaux savoir-faire, avec les nouvelles best practices et d'amener l'IA à composer le process cible à partir d'un assemblage automatisé à l'écoute des utilisateurs métiers. Donc, ça permet non seulement de réduire globalement l'effort nécessaire pour mettre en place de nouveaux processus, mais ça permet aussi de rendre ces nouveaux processus complètement dynamiques. Et chaque fois qu'on a une évolution dans une des briques d'amélioration, que ce soit côté infrastructure, on va pouvoir améliorer les plateformes et qui implique de changer un certain nombre d'éléments en amont, ou que ce soit par rapport à des exigences réglementaires, par exemple, de nouvelles exigences réglementaires qui vont faire en sorte que certains process doivent être améliorés pour que les documents prennent une valeur probatoire. Tous ces éléments-là vont pouvoir être mis à disposition des utilisateurs métiers avec des interfaces naturelles extrêmement simples où l'objectif est juste d'exprimer ce dont on a besoin et laisser l'IA générative travailler en arrière-plan. Donc ça, ce sont vraiment les pistes sur lesquelles nous travaillons. Depuis l'idée d'améliorer la gouvernance de l'information, on est là dans une recherche de manière exhaustive à essayer d'assembler tous les éléments qui vont permettre à nos clients de bénéficier d'une plateforme de gouvernance globalisée où on va pouvoir mettre en place les meilleures pratiques de la manière la plus transparente possible, avec le minimum d'efforts, évidemment. Écoutez, merci messieurs. Alors, je pense qu'on a
on a finalement quatre pistes, pour répondre à cette question qui est posée dans le titre de cette session. Quelle solution pour assurer la gouvernance de ces documents et de ces données? Donc, si je résume, c'est la fédération de contenu et le fait de pouvoir rechercher depuis un point unique l'information. 2, c'est faire la chasse au dark data pour baisser ses coûts et son empreinte et son impact, son empreinte environnementale. 3, utiliser l'IA donc pour détecter, masquer, dédoublonner et repérer tout ça. Et 4, optimiser et automatiser vos processus grâce de nouveau à l'IA. J'ai résumé correctement. Si oui, alors peut-être pour conclure, en quelques minutes, de manière concise chacun, quelle serait votre conclusion sur tout ce qui vient d'être dit? Peut-être Joseph Oui, effectivement. Donc, je l'ai souligné à plusieurs reprises, il est vraiment temps d'agir. On a en place de l'outillage, on a des plateformes, on a beaucoup de savoir-faire. Les solutions dont on a parlé, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est vraiment en place, ça existe. Alors, tout n'est pas abouti complètement. Je parlais d'IA générative sur les process. On a quelques exemples un peu sympathiques à montrer, mais la réalité, c'est qu'il est désormais tout à fait possible d'engager une démarche. Donc, c'est valorisant pour tous les acteurs, en particulier pour les clients qui nous font confiance. On a la possibilité de mettre en place un traitement pertinent dès que les documents arrivent dans leur environnement, dans leur IT. On est capable de les prendre en charge et d'apporter toutes les améliorations. C'est vraiment un aspect important de prendre conscience qu'il n'y a plus de barrières technologiques. Il suffit de prendre la décision et d'avancer. Voilà, donc nous, on est à votre disposition en tant que partenaire pour démarrer ces démarches-là avec les clients qui seraient intéressés. Merci Joseph. Pierre-François, ta conclusion? Effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit. Sur les thématiques un peu GED, ECM, on était sur un statu quo. Il y a des choses qui ont été construites il y a de ça quelques années. Maintenant, on est face à effectivement un besoin de changer parce qu'on a effectivement créé peut-être une dette logicielle sur un certain nombre de systèmes qu'on a depuis longtemps. Maintenant, le cloud est là, les technologies de fédération justement pour adoucir ces thématiques de modernisation justement de son écosystème autour de de stockage des documents sont prêtes, on peut les utiliser, la technologie est robuste. L'IA aussi peut effectivement aider à s'améliorer sur la thématique de la gouvernance, d'enrichir son contenu. Donc, toutes ces technologies, elles sont prêtes, elles sont robustes. Donc, maintenant, je pense que ce qu'il faut faire, c'est commencer à appuyer finalement sur le bouton, se moderniser, peut-être adopter de nouvelles solutions plus modernes, peut-être à commencer à aller vers le cloud et voilà, commencer à casser ce statu quo qui était là depuis quelques années, casser les silos et se moderniser dès à présent. Merci. Caroline, si tu es toujours avec nous, est-ce que toi, tu veux apporter ton regard, une conclusion en quelques instants? Je suis toujours avec vous et j'ai tout écouté avec beaucoup d'intérêt. Je dirais que ça confirme ce qu'on a vu apparaître, c'est-à-dire que la GED, l'ECM, c'est au cœur d'un écosystème, que c'est cet écosystème qu'il faut savoir enrichir. Quand on pose les questions aujourd'hui sur l'état d'avancée de la mise en œuvre de solutions d'IA ou d'automatisation, on est seulement à 10-12% de réussite de fait. Donc, ça prouve tout le chemin qui reste à faire, mais en revanche, c'est parmi les sujets projets les plus relevés de nos répondants au niveau de l'enquête, puisqu'on est entre 40 ou 50%. C'est presque l'automatisation en premier, plus que l'IA, qui peut-être aujourd'hui, la notion d'apprentissage, les machine learning, tout ça est déjà un petit peu rentré en termes de vocabulaire dans les organisations, donc ils sont plutôt en train d'implanter, d'installer, de tester. L'IA, ça reste encore un peu du domaine de l'innovation, peut-être un peu plus éloigné, mais je gage que les prochains mois, parce que tout ça va très vite, puisque c'est des sujets dont on ne parlait même pas il y a 4 ans, donc tout ça va très très vite, et je pense que même d'ici 1 an ou 2, on va voir arriver de belles réalisations.
Eh ben super, merci à tous les trois. On va vous laisser aller déjeuner. Et Caroline, on se retrouve à 14 h pour une 4e session qui sera orientée données. Je vais vous afficher le programme dans quelques instants. Pierre-François, Joseph, merci à tous les deux. Et on se retrouve une prochaine fois. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Bon appétit. Au revoir. Au revoir. Au revoir.